Autrefois, en Allemagne, on élevait le Steckelar, qui aurait pu être pris pour le Drahthaar. Désormais, cette ancienne race a été définitivement abandonnée par manque d'amateurs. Ce très grand chien, qui avait une hauteur au garrot de 66 cm, donnait des signes de fatigue à cause d'un élevage qui se ressentait des croisements continus avec les chiens locaux. Il fut oublié en faveur du Drahthaar, plus petit en taille, plus agile et avec des caractéristiques prononcées de travail. Ce dernier prit tout de suite la suprématie et c'est encore aujourd'hui la seule race de chien d'arrêt allemande à poil dur qui a conquis le cœur des chasseurs de toute l'Europe. Pour cela, le Steckelar a été complètement oublié. Le Drahthaar, beaucoup plus moderne et de race plus récente, est bien présent dans le scénario de la vraie chasse et aussi dans le monde plus artificiel des épreuves de travail. C'est une race très appréciée dans les pays de l'Est où il est possible de trouver des sujets exceptionnels, avec habileté sur le terrain et surtout le gibier, qu'il soit à plume ou à poil. Il a une origine assez récente parce qu'il semble que le premier élevage ait commencé seulement en 1906, tandis que précédemment les éleveurs appelaient par ce nom tous les poils durs, même s'ils avaient des caractéristiques peu uniformes et absolument diverses. Plus tard, quand les éleveurs ont réussi à obtenir des sujets uniformes et constants comme type, la race fut acceptée et reconnue. Il semble que le Drahthaar soit le produit d'un mélange de races complètement diverses. Le Steckelar, le Caniche, le Pointer, l'Airedale, le Kursaar, le Griffon Cortal qui a la tendance à fixer le poil dur comme le fil de fer. En effet, le nom de la race dérive des mots Draht, c'est-à-dire fil métallique, et Haar, c'est-à-dire poil. La qualité de chien d'arrêt, dorénavant complètement acquise, a été héritée par le Pointer, le Kursaar et le Cortal. La passion pour l'eau du Caniche et l'apport de sang Airedale furent ajoutés pour donner la dureté très recherchée du poil. Il semble que le Poodle Pointer ait aussi contribué à la création du Drahthaar. Il s'agit d'une race désormais abandonnée, née du croisement du Caniche avec le Pointer. La formation de la race est l'œuvre d'un groupe d'éleveurs guidé par Regewald. Ce dernier étudia les croisements qui portèrent enfin à la création du Drahthaar. Jusqu'à récemment, on disait que la race encore de récente formation donnait origine à des sujets hétérogènes, desquels pouvaient naître des chiots avec le poil ras, comme le Kursaar, et d'autres munis d'un très bon poil, avec les défenses sur le museau et sur les arcades sourcilières. Désormais, même si on voit quelques sujets avec le poil dur, mais plutôt court, le standard requis a été obtenu, surtout grâce au mérite de certains éleveurs, même italiens, qui, amoureux de la race, se sont engagés à amener le standard vers le plus haut niveau, en concrétisant les concepts fixés par les auteurs guidés par Regewald. Ce célèbre personnage était né à Neukirch en 1838 et mourut à Hell en 1903. Nous en avons gardé une vieille estampe où il est représenté avec un des premiers Drahthaar à ses pieds, porteur d'une expression assez typique. Malheureusement, la race subit un arrêt à cause de 2 guerres perdues par l'Allemagne. Spécialement la Seconde Guerre qui endommagea et détruisit une grande partie des élevages de chiens et surtout du Drahthaar, qui avait encore besoin de travail pour rejoindre sa formation complète. Mais les éleveurs allemands, faisant preuve de ténacité, reprirent le travail sérieusement et partant surtout des sujets monochromes marrons, ils réussirent à reconstruire la race et à la faire prospérer comme nous pouvons l'admirer actuellement. Chien d'arrêt de taille moyenne d'aspect assez distingué. Il a le poil très dur qui protège sa peau durant le travail. Son tempérament vivace et son caractère énergique peut apparaître parfois agressif, mais jamais avec l'homme, avec lequel il se démontre particulièrement fidèle et docile. Sa taille a une hauteur au garrot qui va de 58 à 62 cm pour les mâles et de 56 à 60 cm pour les femelles. Le tronc est renfermé dans un carré, aussi haut que long. Tête. Les axes du crâne facial supérieur sont divergents. Le museau est carré, le crâne de longueur normale, le stop, saut nasal frontal peu prononcé. Le profil du museau inférieur est donné par la mandibule et donc la lèvre apparaît très sobre. L'oreille est attachée haute, au-dessus des pommettes, de forme plate et triangulaire, avec la pointe retournée en avant et jamais frangée.
L'œil en position semi-latérale doit être foncé et l'ogive en forme d'amande. La denture, comme il se doit à un chien employé pour un travail aussi fort, doit être robuste et complètement pourvue de dents. Le cou doit résulter de longueur égale à la tête, privé de fanon, et la truffe apparaît proéminente. Thorax, avec des côtes bien cerclées, modérément larges et profonds, avec une ligne dorso-lombaire, et le ventre ne doit pas apparaître levretté. Membres, les os ont une juste inclinaison. L'épaule est bien adhérente et inclinée. La croupe longue et bien musclée avec une inclinaison modérée. Pieds, ronds mais recueillis sans ergot. Semelle dure et résistante. Queue, coupée généralement à 1/3 de sa longueur, mais on la préfère plutôt longue que courte. Peau, pas trop fine, sans plis superflus et bien adhérente. Poil. La qualité du poil revêt une grande importance dans la race parce qu'il doit toujours être dur, de longueur moyenne, de couleur peu voyante et qui rappelle le dratig, fil de fer. Il ne doit pas cacher le relief des contours du corps, mais doit toutefois fournir une protection sûre contre les intempéries et les blessures. Sur la tête, le poil doit avoir des sourcils rugueux. La barbe et les moustaches bien épaisses, mais pas excessivement longs. La couleur peut être marron plus ou moins foncé, roan marron avec ou sans tache. Le noir est aussi admis presque toujours mélangé au blanc qui forme un classique rouennais. En hiver, sous le poil dur, il y a un épais duvet qui protège la peau des épines et de l'eau très froide. Les principaux défauts, ceux qui amènent à la disqualification, comme dans toutes les races, sont la cryptorchidie, la monochidie, la surdité, l'œil vitreux, la mordacité pour déséquilibre psychique et la peur congénitale. Ceux qui sont considérés comme très graves sont une construction massive, la timidité, un poids léger qui dénote peu de substance, les axes crânio-faciales peu corrects, le stop peu prononcé, les déviations dentaires, le prognatisme et l'énognatisme, défauts non caractéristiques de la race, le manque de prémolaires, l'œil petit et jaune rapace, le thorax étroit, le fanon, le poil trop fin ou excessivement long, le poil rare, le poil laineux, la peau excessivement épaisse, la croupe descendante, le pied avec les doigts ouverts, les jarrets fermés ou ouverts, le tibia trop long, le postérieur à tonneau, la queue grosse et portée haute, la truffe claire ainsi que les ongles. Sont considérés comme des défauts moins graves l'œil clair, pas jaune, la barbe souple, peu de sourcils, le poil opaque, le cou charnu, le garrot bas, la croupe courte, les coudes fermés ou décollés, la queue excessivement courte ou longue, le pied large, la queue à rosette. Le drattard, qui n'a pas de défaut trop évident, doit posséder de justes proportions du corps, la musculature, les articulations formées de façon que le chien puisse avoir des mouvements libres, unis à la vitesse et à la résistance. Qui a l'intention d'acheter un chiot pour en faire un futur auxiliaire pour ses propres aventures de chasse devra connaître les divers élevages nationaux et les lignes de sang relatives, les succès dans les expositions et dans les épreuves de travail, ainsi que les champions produits, aussi bien mâles que femelles. Il devra se déplacer en personne afin de procéder lui-même au choix du sujet. Étant donné que cette race n'a pas de grands problèmes d'élevage, il suffira de faire attention aux chiots plus actifs et à ceux qui, devant le bol, ne font pas de compliments. Préférez ceux qui se jettent voracement sur la nourriture en démontrant bon appétit, ce qui est toujours synonyme de bonne santé. Le drattard doit être choisi chiot, en exploitant son caractère particulier qui est de s'affectionner à une personne, acceptant ensuite plus difficilement les situations qu'il ne connaît pas ou qui ne lui sont pas familières. L'amour pour son maître est très fort, et c'est un élément fondamental pour le dressage. Le chiot doit être tenu à l'extérieur, dans un box ou un jardin. En effet, étant une race plutôt rustique et forte, il ne réussit pas à vivre entre les murs domestiques et réchauffés. Il préfère le froid de l'hiver à la chaleur torride de l'été. Il est toutefois nécessaire que le box soit placé à l'abri des vents et à l'humidité, même si, une fois libre à la campagne, il ne craint pas d'entrer dans l'eau à n'importe quelle saison. Entre 2 et 5 mois, le dressage du drattard doit viser uniquement à l'obéissance qui doit s'enraciner en lui comme une seconde nature. Une fois son nom choisi, il sera continuellement appelé ainsi, sans y unir d'autres paroles, et il sera récompensé chaque fois qu'il accourra vers vous, joyeux, en ayant compris que cette parole se réfère à lui.
À cette période, on peut commencer à le garder près de soi dans la position couchée, avec la tête entre les pattes antérieures et le postérieur couché. On peut toujours l'obtenir avec la perspective d'une bonne bouchée qu'il devra recueillir seulement après votre ordre va. Rapporter fait aussi partie du dressage dit de cours, en commençant à lui lancer devant le museau une petite balle de chiffon. Par instinct, il courra après sans la prendre, comme s'il s'agissait d'un jeu. À ce moment, vous devrez l'appeler et prétendre qu'il vienne vers vous pour vous la remettre. Une vieille école suggérait comme récompense après la consigne l'habituel boucher, mais il faut interrompre très tôt ce système parce qu'il y a le danger qu'il laisse tomber loin de vous l'objet à rapporter pour courir prendre la récompense. En allant plus loin avec le dressage de la petite balle de chiffon, il faut passer à un autre objet un peu plus volumineux, comme une peau de lapin remplie de paille à laquelle on aura ajouté une aile de pigeon. Une fois que le jeune drattard se comporte bien avec cet exercice, il est opportun de passer au gibier mort. Ce sera d'abord la caille d'élevage. S'il la serre, il faudra intervenir et peut-être employer une caille surgelée ou enveloppée avec du matériel résistant qu'il ne peut pas broyer. De la caille, il faudra passer au pigeon et puis au faisan. Beaucoup de connaisseurs de la race, bien conscients que par instinct il n'y a pas de problème de taille pour apporter, s'arrêtent au pigeon, justement pour ne pas implanter dans le jeune élève l'instinct de serrer. Après les 5 premiers mois, le jeune élève peut être amené à la campagne pour obtenir aussi dans les grands espaces la rapidité à l'obéissance déjà acquise dans la cour. Étant une race assez précoce, à 7 mois, on peut, avec les précautions d'usage, commencer avec le gibier et pour le tenir toujours sous votre contrôle, il sera bien de libérer dans un pré quelques cailles d'élevage. Amené devant l'appât, face au vent afin qu'il soit favorisé pour en capter l'émanation, on le conduit vers la caille pour voir s'il a irrité l'instinct d'arrêt, même brièvement, et on observera l'expression et la rigidité. Dans le drattard de bonne qualité, l'arrêt est toujours présent instinctivement, et après peu de rencontres, il restera immobile dès qu'il sentira le gibier. Au battement d'ailes et aux éclaboussures, il se lancera frénétiquement à la poursuite, même s'il est stimulé par l'instinct de rapporter, et il faudra intervenir afin d'obtenir l'exactitude, c'est-à-dire l'immobilité qui permet au chasseur de mettre au point le coup sans aucun empêchement. Ce passage n'est pas facile, mais si le chiot est intelligent, après quelques leçons, il restera immobile au battement des ailes du gibier. Le plus difficile sera de l'arrêter aux éclaboussements du lièvre ou de respecter les grands ongulés. Son caractère est surtout attiré par ces grands gibiers qu'il poursuit avec une persévérance teutonique due à son origine, si bien que parfois, il y a le risque de perdre le chien dans le sillage d'un chamois ou d'un daim. Les punitions, aussi énergiques soient-elles, ne réussissent pas toujours à obtenir ce que l'on veut. Seule une constante fermeté, surtout si le sujet est souple et intelligent, donnera de bons résultats à ce moment particulier du dressage. Vers un an, il faudra commencer à agir sérieusement et conduire le chiot, entre-temps devenu poulain, sur le gibier adapté à son caractère de chien d'arrêt. Perdrix grise ou faisan, il n'importe, pourvu qu'il soit vrai et naturel, afin de donner à son travail toutes les finesses qui mûrissent avec l'exercice. Étant donné que le drattard est un chien qui aime chasser en terrain couvert, dans le bois et dans le marais, il faut éviter les plaines nues, plus aptes aux races anglaises, même si dans cet habitat aussi il se comporte de façon acceptable. Dans la vraie chasse, il faudra exiger qu'il se comporte de la même manière correcte et obéissante que durant le dressage. En traçant le terrain par rapport au vent, en restant correct au battement des ailes et au coup de fusil, en rapportant du bord des lèvres tout le gibier, quelle que soit sa taille. Surtout à l'arrêt, on ne doit pas permettre d'incorrection, mais la pose devra être tenue longtemps tant que le gibier résiste. Il aura une conduite calme, mais aussi sûre si le gibier tente de s'enfuir en le suivant à la trace. Le drattard étant une race continentale habituée à travailler toute seule, il n'est pas toujours enclin à accepter l'accord de son compagnon d'arrêt, et pour l'obtenir, un dressage particulier est nécessaire. Amené à la chasse avec un autre chien d'arrêt, quand ce dernier s'immobilise, il devra respecter jusqu'à la fin l'arrêt de l'autre. Avant, on lui mettra la laisse en le caressant pour le calmer et en lui faisant observer toute la scène jusqu'au battement des ailes du gibier. Il y a aussi des systèmes coercitifs, mais avec calme et persévérance, on peut tout obtenir.
Quelqu'un a défini le drahtard comme un cursar à poil dur, surtout d'un point de vue morphologique. Dans le travail aussi, il reprend en partie les caractéristiques de cette race, d'un point de vue moins spectaculaire à l'arrêt, redressant à peine la tête. À l'origine et commune à presque toutes les races continentales de chiens d'arrêt, son allure alterne des phases de trot aux phases de galop rapide, sans être trop accélérée. Le standard affirme que l'allure est celle d'un galop énergique, mais non impétueux. Et tandis que le postérieur pousse avec une vigueur harmonieuse, l'antérieur, sans avoir d'élan excessif en avant, est plutôt rampant. La foulée résulte ainsi recueillie et continue. La queue durant le galop est portée sur le prolongement de la ligne dorsale ou légèrement en dessous mais jamais au-dessus. Aujourd'hui, les utilisateurs modernes prétendent du drahtard une bonne vitesse de mouvement, pour qu'en terrain ouvert et privé de végétation, le galop soit plutôt soutenu et parfois même plus rapide que celui du cursar, contrairement à ce que l'on croit. Souvent et naturellement, la prise de terrain est ample et ordonnée, mais en terrain couvert, dans le bois ou dans le marais, il réussit à adapter le flair aux difficultés et à la nature de l'habitat, abandonnant le galop pour un trot énergique mais rentable. Le drahtard apparaît particulièrement capable dans le travail où les roncerets recouvrent bonne part du terrain, et sait s'insinuer dans les lieux les moins accessibles pour débusquer avec ténacité le gibier qui s'y refuge, lieu où beaucoup d'autres chiens hésitent à pénétrer, et ne réussissent pas à vaincre les difficultés naturelles. Dans les marais, aussi bien en été qu'en hiver, il est toujours maître de la situation, car c'est un bon nageur. Et si nous ajoutons qu'il est souvent un excellent récupérateur, il devient l'idéal pour apporter les anatidés tombés dans les eaux profondes, quelle que soit la température du milieu. Il a un sens inné de rapporter et de récupérer dans toutes les conditions, même s'il préfère le gibier de petite taille. Perdrix grise, canard, lièvre, faisan, qu'il rejoint blessé à distance et rapporte joyeux à son maître. À cause de la couleur du manteau, peu visible dans le bois, ce n'est pas la race préférée pour la chasse à la bécasse, mais beaucoup de passionnés qui se fient du drahtard pour rechercher la reine du bois sont enthousiastes de son travail, aussi dans cet habitat particulier. L'arrêt. La caractéristique essentielle de la forme, comme dans le cursar, est celle d'être précédée par une course en ligne droite plus ou moins longue selon la distance à laquelle est captée l'émanation. Le drahtard effectue cette course en passant du galop au trot puis au pas, en écrasant un peu le tronc et en allongeant le cou, souvent avec des attitudes félines et avec une flexion accentuée des membres. La pose toutefois n'est jamais à terre ou excessivement écrasée. Tout en mettant en évidence ces caractéristiques, il reste encore debout mais de façon moins évidente que le cursar. Quand, pour différentes causes, il se trouve soudainement aux trousses du gibier, il peut même s'arrêter brutalement avec l'expression contractée de celui qui se trouve sans le vouloir dans une situation particulière imprévue. Guide. Après l'arrêt, si le gibier s'éloigne, il continue sa poursuite bien plié sur les membres, en cédant si besoin avec de brèves phases de détail. Les meilleurs sujets toutefois, nés au vent sur l'émanation, se guident au fumet de l'animal sans jamais abaisser la truffe. Beaucoup d'admirateurs de la race tolèrent aussi dans la recherche les brèves phases de détail, mais le standard de tous les chiens d'arrêt condamne à l'unanimité ces moments. Ils sont toujours considérés comme une erreur, et même le drahtard doit aussi s'en abstenir. Dans le guide, la poursuite, il se retient à chaque mouvement du gibier jusqu'à ce qu'il soit en position d'arrêt. Il attend le battement des ailes pour se lancer ensuite dans son activité préférée, rapporter. Nous avons déjà dit que la race a dans le sens cette qualité très développée, commune à tous les chiens continentaux, et qu'il exécute en dépit de n'importe quelle difficulté du terrain. Le drahtard a peu de probabilité de perdre une tête de gibier tuée, surtout si elle est blessée, même si elle s'est échappée à une longue distance du lieu de la chute. Les faisans aujourd'hui, la chasse la plus commune des chasseurs et qui c'est bien connu profitent de leurs pattes solides pour se sauver, n'échappent pas au drahtard. Finalement, on verra notre auxiliaire revenir triomphant avec l'animal multicolore dans la gueule, content de le rapporter à son maître. En concours. Les sujets qui reçoivent de la nature le don de doigts naturellement plus accentué doivent être préparés pour les épreuves de travail parce que ce sont ces manifestations qui officialisent la valeur d'un sujet. Si enfin ils sont proclamés champions, ils seront recherchés comme reproducteurs au grand bénéfice de la race.
Les expositions ont donc le devoir précis d'indiquer les sujets les plus proches du standard de la race, et le but ultime de chaque sujet vraiment complet est celui de rejoindre le championnat absolu, beauté, travail. Les dratards qui désormais réussissent à rejoindre ce but sont nombreux. L'épreuve la plus conforme à leur travail est la formule de la compétition de chasse qui se déroule avec tout le gibier que l'on peut rencontrer sur le territoire national. Il est rare de voir les dratards participer aux manifestations spécialisées comme les épreuves aux bécasses ou bécassines, parce que la race a surtout la particularité d'être générique et de s'adapter à tout. On ne pourra donc jamais donner l'exacte mesure de la bravoure d'un sujet si on ne le fait pas courir sur un terrain varié, où la rencontre peut être disparate. Malheureusement, les épreuves italiennes prévoient rarement de rapporter, puisqu'on ne tue pas le gibier. En effet, soit elles se déroulent en période de chasse fermée, soit elles viennent programmées dans les lieux où l'activité de chasse est interdite. Il manque donc souvent ce moment important, chose impensable dans la patrie d'origine, où rapporter à un rite particulier qui pèse de façon considérable sur la qualification et sur la classification du chien. Les épreuves de chasse sont presque toujours des courses à tours singuliers, mais pour les chiens classés, il est aussi prévu un bref tour en couple. Les sujets qui y seront destinés devront être élevés dans ce sens, et le dratard s'y exécute comme les autres races continentales sans trop de problèmes, une fois passés les premiers moments d'indécision. Dans le tour de 10 à 15 minutes, généralement, il n'a pas d'écroulement ni de faiblesse visible. En effet, il a été créé pour une tâche bien plus importante et pour affronter de longues heures de travail dures et difficiles. L'Allemagne eut depuis toujours 3 races de chiens d'arrêt à poil court. Le braque allemand proprement dit, un gros chien, le Weimaraner et le braque de Württemberg, de couleur marron rouanné avec moucheture au museau et aux membres, qui parfois réapparaissent de nouveau chez l'actuel Kurzhaar. Avec l'arrivée en Europe des races anglaises, setter et pointeur, les éleveurs allemands, préoccupés que les races nationales aient pu perdre leur popularité, ont cherché à rendre plus léger le vieux braque, avec l'ajout de sang de pointer, et grâce à une sélection très sévère comme le faisaient les éleveurs de l'autre côté des Alpes. Le vieux braque national fut ainsi transformé en auxiliaire agile, aux formes légères et élégantes, avec un corps athlétique mais en même temps robuste, en conservant toutefois à la tête les lignes caractéristiques des races continentales. Tandis que dans le travail, ils ont réussi à le transformer de lent trotteur à galopeur rapide. Le Kurzhaar a eu de la chance après la Première Guerre mondiale, malgré les aspects négatifs de cette guerre. L'intérêt de l'État à la formation de la race a favorisé l'importation de très bons pointers, dans le but de croiser et de rendre plus légers les vieux braques. Leur élevage a été confié à des personnes qualifiées et aux gardes des domaines de l'État. La ténacité des éleveurs, la clairvoyance démontrée pour trouver un nouveau type de braque, ainsi que les idées précises à concrétiser, ont porté au résultat que nous voyons aujourd'hui. Un chien élégant avec une grande personnalité, qui a conquis les passionnés du monde entier avec une grande diffusion en France, Italie, Yougoslavie et aussi Angleterre et États-Unis. Mais si l'Allemagne a le mérite de la formation de la race, la France et l'Italie ont celui de l'avoir améliorée et de lui avoir donné une classe qui la distingue et fait d'elle la reine des races continentales, dans la chasse et pendant les épreuves de travail, où ont été diplômés d'excellents sujets. Dans les expositions, les Kurzhaar sont toujours présents avec des exemplaires exceptionnels pour leur distinction et leurs caractéristiques très proches du standard. L'Italie et la France ont toujours eu de bons experts, qui pour avoir d'excellents sujets avaient recours à l'importation dans la patrie d'origine d'abord, et ensuite dans les autres pays où le Kurzhaar a toujours été une vieille tradition. Depuis lors, le Kurzhaar a subi une évolution continue, surtout en qualité, qui semble encore continuer dans le domaine de la cynophilie sportive. Appartenant au groupe 7 des races de chiens d'arrêt, chiens de grosseur moyenne, le mâle a une hauteur au garrot comprise entre 58 et 64 cm, et la femelle entre 56 et 62 cm. La conformation générale est celle d'un mésoforme dont le tronc reste dans un carré, aussi haut que long. Tête sèche et bien ciselée. L'index céphalique est autour de 50, c'est-à-dire que la largeur du crâne est égale à la moitié de la longueur de la tête.
L'os frontal doit être plat et le sillon médiofrontal presque inexistant. Les axes longitudinaux supérieurs crânio-facial sont divergents et le parallélisme est seulement toléré mais pas apprécié. La dépression semi-nasale stoppe et peu accentuée. Le chanfrein doit apparaître long et légèrement montagnard. La truffe est grande avec les narines ouvertes et mobiles, vue de profil. Elle est à peine proéminente. Elle est de couleur marron comme sa robe. Les lèvres supérieures doivent adhérer aux mâchoires. Le profil inférieur du museau est dessiné par les lèvres et présente un demi-cercle qui se raccorde au pli de la commissure labiale. Les arcades dentaires doivent être à ciseaux. L'œil à l'ogive en amande et en position semi-latérale, de couleur foncée et jamais claire, avec une expression décidée et ouverte. L'oreille tombante est attachée haute au-dessus de la ligne des yeux, large, et la marge antérieure du pavillon rejoint la moitié de l'arcade zygomatique. Cou aussi long que la tête, robuste, sec et musclé, avec absence de fanon. Il est uni au crâne en marquant avec un détachement et se fond avec harmonie au tronc. Le profil supérieur est légèrement en forme d'arc, tandis que celui inférieur suit le supérieur avec harmonie. Tronc. La longueur du tronc est égale à la hauteur du garrot avec le profil supérieur droit. Le ventre doit être en retrait de façon modérée. Le garrot est bien haut par rapport au tronc. Le rein doit être bien fondu avec la ligne du dos solide et bien musclée. La croupe est toujours large, musclée, presque horizontale. La queue est robuste à la base et doit être coupée à non plus d'un tiers de sa longueur de façon qu'elle couvre bien les organes génitaux. Et son attache est haute. Le thorax doit rejoindre le coude et il est cerclé, si on le compare avec le pointer, mais rond, jamais plat, et pas non plus en forme de tonneau. Membres antérieurs, ils doivent être bien d'aplomb, aussi bien vus par devant que de profil. L'épaule est musclée, souple en mouvement et inclinée de 45 degrés sur l'horizontale. Les pointes des omoplates ne doivent pas être distantes entre elles. Le bras est robuste et musclé et l'avant-bras, avec une ossature forte et non spongieuse, est à section ovale. Le pied a les doigts fermés et peu arqués. Sa forme apparaît ovale. Les coussinets plantaires doivent être résistants et secs. Membre postérieur. Vue de profil, la perpendiculaire abaissée de la pointe de l'ischion doit effleurer à terre la pointe des doigts. Vue de derrière, la perpendiculaire abaissée de la pointe de l'ischion doit diviser en deux parties égales la pointe du garrot, le métatarse et le pied. La cuisse est puissante avec des muscles évidents qui signalent la puissance dans l'élan et la vigueur de l'allure. Le pied calque les points déjà décrits pour l'antérieur, mais il est moins ovale. Manteau. La peau est adhérente et recouverte de poils épais, courts, qui au toucher apparaissent plutôt durs. Le manteau brillant se remarque toujours, aussi bien rouané que monochrome. Les couleurs suivantes sont admises. Le marron et le noir, monochrome ou bien mélangés au blanc, qui forment le rouané classique plus ou moins clair. Les mouchetures sont admises mais pas appréciées. Le pigment des muqueuses, des ongles et des semelles des coussinets plantaires doivent être comme la couleur plus foncée du manteau. Défauts éliminatoires. L'énoniatisme et le prognatisme accentué, le monorchidisme, l'anorchidisme et le cryptorchisme, l'anurie si congénitale, le poil frangé, la dépigmentation totale de la truffe et les marges palpébraux, l'œil à l'iris clair, clair bleuâtre, strabisme. Manteau de couleur fauve, ardoise ou tigré, non inscrit dans un carré plus long que court, présence d'éperons. Taille supérieure de 2 cm au maximum permis et inférieure de 2 cm au minimum permis. Le vieux standard allemand établissait la hauteur au garrot pour les mâles à 66 cm, qui avec 2 cm en plus de tolérance en faisait atteindre une taille exagérée qui ne garantissait ni vitesse ni résistance. Le Kurzhaar typique s'impose dans les expositions canines car sa marche dans le ring est un ensemble d'élégance et de puissance avec son pas de longueur normale, mais aussi quand il est contraint à trotter. Un groupe de Kurzhaar homogène est vraiment beau à voir et s'impose souvent sur les autres, qui sont plus aptes aux passerelles et aux tapis, signe que la race, en plus de sa validité dans le travail difficile,
a atteint et a réussi à maintenir un degré élevé de typicité, synonyme de concept rationnel dans l'élevage. La race ne présente aucune difficulté dans l'élevage et les femelles sont normalement de bonnes mères. Elles aiment leurs petits et les suivre sans problème jusqu'à la fin de l'allaitement, qui, comme presque pour toutes les races de taille moyenne, se termine à l'âge de 60 jours. Le chiot présente déjà l'aspect qu'il conservera à l'âge adulte, avec les différences que l'œil de Nesper réussit à découvrir. Mais le caractère typique essentiel est déjà visible entre 3 et 4 mois. Le Kurtzar, comme d'autres races continentales, y compris l'épagneul breton, a le don de la précocité, et très tôt il fait voir quelles sont les qualités de ses ancêtres, en s'intéressant à la recherche et en s'arrêtant, s'il tombe sur un gibier qui se comporte de façon excessivement ombrageuse. Nous avons tous vu des chiots de 4 à 5 mois chercher avec méthode et s'arrêter sur une caille d'élevage, placée là exprès. Mais ces petits jeux qui se basent sur l'emploi d'artifice sont mauvais aussi bien pour cette race que pour les autres races de chiens d'arrêt. Il n'est pas rare que le Kurtzar réussisse à être utile pour la chasse avant sa première année, car la passion de la chasse se développe en lui de façon précoce, quand il a un bon pédigré. Dès que l'allaitement est fini, il a l'instinct de prendre tout ce qu'il a à portée de la bouche, et il est bon d'exploiter cet instinct naturel pour commencer le dressage au rapport. Tous les jours, on lancera au chiot des balles de chiffon, des petites peaux de lapin, de petits morceaux de bois auxquels on aura attaché une aile de caille pour pouvoir prétendre qu'il exécute de manière parfaite le rapport. Dans sa patrie d'origine, ce moment du dressage a un rituel complexe qui se termine quand l'élève a pris l'objet ou le gibier, va s'asseoir devant son maître et attend que celui-ci allonge la main pour le lui consigner. L'élevage du Kurtzar doit donc se baser sur le fait que tout se déroule avec rapidité. Et c'est pourquoi il ne faut pas perdre de temps, mais prétendre l'obéissance au commandement comme terre, en arrière, assis. Même s'ils ne doivent pas être ordonnés avec la rigidité de l'école allemande, ils doivent être compris de manière sûre. Pour l'obéissance, dès les premiers mois de vie, il suffira de l'appeler par son nom. S'il vient rapidement, il faudra lui donner une récompense avec une bonne bouchée qu'il accepte toujours, étant donné que sa santé lui vient souvent d'un bon appétit qui apparaît déjà dans la première période de sa vie. Le Kurtzar est une race précoce, sauf cas exceptionnel, même si pour atteindre sa complète maturité et le dressage final pour les épreuves, il faudra attendre 15 à 16 mois. Le derby des continents, qui voit de nombreux Kurtzars comme concurrents, est la preuve irréfutable de ce qui a été déjà dit. C'est un chien admirable qui, dans son travail, selon les terrains, mélange et harmonise les qualités des races anglaises avec celles des races continentales, tout en conservant une physionomie propre et une excellente personnalité. Allure et recherche. Départ décidé avec action exubérante. Galop continu et énergique mais pas impétueux. Poussée du postérieur vigoureuse et sans élan, accompagnée de légères montées de l'antérieur. Foulée plutôt recueillie. Oreilles en mouvement, cou allongé, tête haute et mobile, qui démontre un très bon contrôle de l'odorat, prêt à déceler la moindre émanation. Chanfrein tendant à l'horizontale. Queue portée légèrement basse avec mouvement horizontal continu et vivace. Recherche très rapide et ample en diagonale rectiligne et rapprochée. Le Kurtzar doit au contraire des races anglaises et en particulier du pointer garder la tête mobile et jamais collé au cou de manière fixe, car son aptitude à capter l'émanation est différente de celle de l'anglais. Et ceci afin de déceler n'importe quelle émanation avec plus de précaution et analyser avec attention chaque mouvement favorable. La queue ne doit pas être raide comme le pointer, mais les mouvements transversaux dénotent une plus grande tendance à un travail d'analyse, fait avec une vitesse bonne mais pas excessive. Si, pendant la recherche, il a l'impression de la présence du gibier, il ralentit l'allure graduellement, en se mettant au trot, les oreilles droites, le cou allongé.
Il remonte à la source de l'émanation avec une légère flexion des membres, avec un croisement serré et très attentif. Quand l'incertitude est dépassée, il reprend décidé l'allure habituelle avec un élan presque enragé. C'est le contrôle classique des chiens continentaux qui abandonnent le galop pour passer au trot et flairent sans toutefois s'abandonner aux détails. Quand il sent la présence du gibier, il se prépare à l'arrêt. L'action ralentit graduellement, il passe du galop au trot, puis, après quelques pas, il s'arrête immobile. Tête haute, chanfrein à l'horizontale, oreille en retrait, œil ardent, cou tout en dehors. Corps plié sur les membres avec un antérieur généralement plus avancé et les membres postérieurs très pliés. Parfois le corps est droit et fréquemment un des membres est soulevé. Quand le cursar sent une émanation plus ou moins lointaine, il fait une file classique qui peut être comparée à celle du setter anglais, sans jamais s'élancer. Graduellement, il ralentit jusqu'à l'arrêt et il met surtout en évidence son cou tendu et long qui maintient la tête haute vers les flux lointaines. C'est un moment magique qui caractérise le Kurzhaar et c'est un grand spectacle pour sa manière classique et les caractéristiques propres au standard de la race. Quand il est certain de la présence du gibier, immédiatement il abaisse le corps sur les membres pliés, tête haute, cou allongé. Il avance doucement mais décidé, en respirant souvent les fluves. Parfois il s'arrête d'un coup. La description répète ce qui a été dit précédemment, mais s'élancer à la pointeur n'est pas acceptable, parce que c'est une action très loin de sa véritable essence. Plus que s'élancer, il lui faudra se mettre en arrêt avec une certaine douceur, propre à son caractère dans ces occasions-là. Quand soudainement il se trouve près du gibier, il s'arrête avec rage, tête légèrement sous l'horizontale vers le gibier, corps raide, en pose tordue, queue sur la ligne dorsale. Il y a de la beauté dans cet arrêt, et sans être excessif, aussi dans ses poses. L'expression de l'œil fait foi et dénote une parfaite possession de la situation. Quand l'arrêt perturbe le gibier qui cherche à s'éloigner, il le suit, la tête haute très décidée, mais prudent et en parfait accord avec le conducteur. Il s'arrête à chaque ralentissement du gibier en se tenant à une juste distance. La queue en mouvement horizontal devient immobile à chaque étape. Contraction et flexion sur les membres semblables à l'arrêt. Il s'agit de la conduite prudente mais décidée, rendue imposante par un long cou qui sort du tronc, avec une ligne qui tend à se soulever sans exagérer. La queue, au contraire des races anglaises, ne reste pas raide, mais elle bouge horizontalement et devient tendue seulement quand le gibier fait une pause et que le Kurzhaar s'immobilise. Ce que l'on peut dire du Kurzhaar est qu'il a un instinct remarquable pour le rapport du gibier au service de son maître. Tout le travail de cette race est fondé sur une intelligence remarquable et un amour envers son maître vraiment sincère. Les sujets mordants ou agressifs ne sont pas propres à cette race qui a un caractère doux mais non soumis. Le Kurzhaar est un vrai chien continental, en plus d'être allemand, avec toute la ténacité caractéristique pour accomplir le travail inhérent à ce peuple. Le Kurzhaar, appelé normalement par les chasseurs italiens braque allemand, jouit d'une très bonne renommée d'auxiliaire, et en d'autres temps, il fut une des races les plus employées pour la chasse. En effet, le Kurzhaar se situe entre les chiens des continents italiens et les setters et les pointers anglais. Pour la vitesse, c'est une amplitude de recherche qui devrait rester entre les deux pôles, l'un étant considéré trop lent et étroit, l'autre extrêmement rapide et ouvert. En effet, les chiens continentaux étrangers devraient avoir cette prérogative, même si les éleveurs modernes et les utilisateurs actuels les ont transformés en auxiliaires dynamiques autant que les races plus rapides. Le Kurzhaar a toujours été considéré comme un des meilleurs chiens de chasse, et si aujourd'hui du point de vue du nombre on le préfère au setter anglais et à l'épagnol breton, c'est seulement à cause de situations particulières qui résultent de la valeur de la race.
À la chasse, le Kurtzar procède avec un galop rapide, mais pas déchaîné. Et suivant les cas, il peut aussi céder avec quelques phases de détail, surtout sur les longues passées, s'il s'agit du faisan ou de la caille. Mais parfois aussi de la bécasse. Celles-ci ne sont pas prévues par le standard du travail, mais dans la pratique de tous les jours, elles sont acceptées, pourvu que cette action entraîne un arrêt conclusif et sûr. En effet, dans le plus grand nombre des cas, le Kurtzar est un chien d'arrêt habile et il réussit à maintenir sa pose, si le gibier ne fait pas signe de partir, même longtemps. Le chasseur classique préfère toutefois que le Kurtzar aille au galop de façon traditionnelle mais non déchaînée, qu'il garde ce galop de chasse caractéristique où on peut voir le mouvement indiqué par le standard afin de donner à l'action le calme nécessaire pour pouvoir goûter ces merveilleux moments. Dans les bois, le Kurtzar n'a pas de problème et les buissons épais ou les ronces ne l'impressionnent pas, se tenant toujours sous contrôle sans s'abandonner à des fuites inutiles et improductives. C'est aujourd'hui une des meilleures races pour la chasse aux faisans. Il cherche avec acharnement les passages et une fois trouvés, il les suit obstinément jusqu'au bout. Il n'a pas de problème pour le rapport du gibier volumineux, même quand ceux-ci blessés se cachent un long moment. Il est habile pour rester dans les champs ouverts, sachant utiliser son odorat au mieux, s'arrêtant à distance et exploitant le vent, comme pour les bécassines dans les marais et les étangs. Le Kurtzar n'a pas de gibier préféré et réussit à être utile pour tout, caille, faisan, perdrix grise, bécasse et bécassine. Il est employé avec profit aussi pour le gibier de haute montagne comme la bartavelle, le coq de bruyère et la perdrix blanche. Comme pour les autres races allemandes, il adore chasser les grands ongulés et il faut insister pour lui faire changer d'avis afin d'éviter les poursuites inutiles qui le fatiguent inutilement. Il se rend utile aussi avec les oiseaux aquatiques et il n'a pas peur de se jeter dans les étangs profonds et dans les fleuves. Dans les épreuves de travail, le Kurtzar est en bonne position car parfois on le trouve aux premières places en classification. Dans le tour singulier, il s'exalte plus qu'en couple, même s'il ne dédaigne pas partager le terrain avec un compagnon. Le mouvement est vraiment classique et admirable quand il y a continuité du galop. Tous les sujets qui participent aux épreuves mettent en évidence l'allure caractérisée par la poussée puissante du postérieur qui est accompagnée par de légères montées de l'antérieur. Mais c'est surtout le cou allongé et le port haut de la tête qui donne au Kurtzar la beauté particulière qui le distingue. Les filets et les ralentissements à la moindre émanation sont une des plus grandes caractéristiques de la race. Et il en est ainsi pour l'arrêt, jamais saccadé et nerveux, mais toujours bien préparé par une longue course en ligne droite, où seule la queue donne des coups latéraux, tandis que la truffe semble vouloir arriver à la source. Dans les épreuves, on veut que les chiens supportent un effort qui dure moins d'un quart d'heure, et l'allure du Kurtzar, si le sujet est sain et bien construit, ne doit pas avoir de problème dans ce sens. Il faut mettre en évidence que la race ne souffre pas beaucoup du dualisme, épreuve, exposition qui créent deux courants distincts. Mais les sujets beaux et bons ne sont pas un but inatteignable. Le nombre d'éleveurs experts n'est pas trop élevé, et peut-être par rapport au passé, il a subi une baisse. Mais ceux qui opèrent encore dans ce secteur cynophile sont très valables et donnent des garanties absolues sur le futur de la race. Une alimentation équilibrée est essentielle au développement complet de votre chien et pour pouvoir lui conserver forme et santé. Certains estiment que les chiens peuvent manger de tout et leur donnent donc toutes sortes d'aliments, souvent composés des restes de leur propre repas. Rien ne pourrait être plus mauvais, parce que ce qui est pour nous digestible et source de substances nutritives est souvent indigeste pour le chien qui ne peut le métaboliser. Une dernière recommandation. Il peut arriver qu'un chien n'ait pas faim et qu'il refuse la nourriture pendant 1 voire 2 jours. C'est tout à fait normal et dans ce cas, il ne faut pas lui laisser sa pâtée à disposition, mais l'enlever au bout d'un bref délai. Au repas suivant, changez les aliments. Si ce manque d'appétit dure plus de 2 jours sans autres symptômes, ou si dès le départ il s'accompagne de symptômes révélant une souffrance générale ou un état de prostration, consultez immédiatement votre vétérinaire. Ce sera très probablement une simple indisposition,
mais inutile de prendre des risques. Il vaut toujours mieux être rassuré par un expert. Commençons par une très brève description de l'appareil digestif des chiens. Comme chez tous les carnivores, l'estomac possède des dimensions importantes, alors que l'intestin est relativement court. La première digestion dans l'estomac demande de 3 à 8 heures, puis la nourriture passe dans l'intestin, où les substances nutritives sont assimilées pour être ensuite transmises à tous les organes à travers le sang. La grande capacité de l'estomac et la longueur du processus de digestion permettent de faire des repas abondants et assez éloignés l'un de l'autre. Bien entendu, pour conserver le chien en excellente santé, il faut lui fournir tous les éléments dont il a besoin, à savoir des protéines, des glucides, des lipides, des vitamines et des minéraux. Lorsque le chien était un prédateur carnivore, il assimilait ces éléments à travers les animaux qu'il chassait, en général des herbivores. Ensuite, la civilisation l'a amené à se nourrir différemment, mais il sera toujours nécessaire de lui fournir les substances adéquates. C'est à travers l'alimentation que le chien produit l'énergie qui lui sert à maintenir ses fonctions vitales et à bouger. Plus l'activité sera intense et plus l'apport en énergie devra être abondant. Sans vouloir rentrer dans une étude alimentaire qui demanderait un traité entier, nous pouvons simplement dire que le chien a surtout besoin de graisses ou lipides, d'origine animale ou végétale, et que ce sont elles qui fournissent l'énergie qui lui est nécessaire et s'accumulent dans l'organisme pour fournir l'énergie de réserve éventuelle. Les protéines qui forment la plus grande partie du corps animal sont tout aussi essentielles. Elles sont indispensables à la formation de tous les tissus, en particulier des muscles, et constituent également la base des hormones et du sang. C'est dire si elles sont un élément irremplaçable dans une alimentation correcte, tout spécialement chez les chiots qui doivent encore construire leur corps. Les protéines se trouvent dans la viande, le fromage, les œufs, le poisson, tous aliments qui sont bien digérés par le chien, ainsi que dans la farine de soja, les arachides, les légumes secs, que le chien a davantage de mal à digérer. Toutefois, un excès de protéines est nocif et peut entraîner des troubles de diverses natures. Les glucides ne sont pas indispensables dans l'alimentation du chien. Ils sont cependant très utiles à la fin de la gestation. L'amidon, le plus important des féculents, est mal digéré par le chien et doit subir des traitements préliminaires, comme la cuisson, la réduction en flocons, etc. C'est pourquoi, si vous donnez des pâtes ou du riz à votre ami, il faudra les faire bouillir très longuement afin d'éliminer une bonne partie de l'amidon qui s'y trouve. Les fibres qui accompagnent souvent les glucides sont surtout utiles dans l'alimentation des chiens sédentaires parce qu'elles aident à prévenir la constipation grâce à leur vitesse de transit dans l'appareil digestif. Les vitamines, elles aussi, sont nécessaires, même si une très petite quantité suffit. Elles sont présentes dans de nombreux végétaux et sont synthétisées par les herbivores. C'est pour cela que lorsqu'un carnivore dévore sa proie, en général herbivore, il commence par l'intestin qui contient des résidus de nourriture végétale pas encore digérés. C'est également la raison pour laquelle, malgré votre déception, votre chien se nourrit des excréments d'animaux herbivores dès qu'il en a l'occasion. Un excès de vitamines peut avoir des effets négatifs. Si vous utilisez de la nourriture toute prête, avant d'ajouter des intégrateurs, lisez bien quelles sont les substances contenues dans la pâtée. En cas de doute, consultez votre vétérinaire. Les minéraux sont un élément essentiel et ils sont également fournis par l'alimentation. La carence de certains minéraux comme le calcium, le fer, le potassium, le sodium, le cuivre et d'autres peut entraîner une croissance irrégulière du chiot, avec de graves conséquences, et chez l'adulte un état de faiblesse générale ou même divers problèmes à différents niveaux. On trouve dans le commerce d'excellents produits tout prêts, aussi bien humides que secs, qui fournissent tous les éléments nécessaires à la croissance d'abord et au maintien de la pleine forme de votre chien ensuite. Même si vous utilisez des boîtes ou croquettes, vous pourrez quand même donner à votre chien quelques fruits ou un autre aliment qu'il apprécie, tout en faisant attention à ne pas exagérer et surtout à ne pas lui donner des substances nocives comme les aliments sucrés, les fritures, les sauces, le pain frais et avec beaucoup de mie qui sont très mauvais et pourraient avoir des conséquences très sérieuses à long terme. Si vous préférez préparer vous-même la pâtée, suivez les conseils de l'éleveur qui vous a vendu le chien ou ceux de votre vétérinaire habituel. En règle générale, sachez que la viande est l'élément essentiel, de préférence la viande bovine.
Si vous lui donnez du cochon, il faut qu'il soit très bien cuit pour éviter les infections. La volaille et le lapin sont très bien également, mais absolument privés de leurs os. Les abats sont généralement appréciés, même s'ils sont moins riches en substances nutritives. Le poisson est un excellent aliment qu'il faut proposer cuit. Il est particulièrement approprié lors des régimes pauvres destinés aux sujets ayant des problèmes digestifs ou dermatologiques. C'est également une bonne idée pour varier un peu le menu de votre ami. Les œufs sont bien tolérés et apportent de nombreuses substances nutritives. Ils sont particulièrement indiqués pour les chiots et chez les femelles en cours d'allaitement. Le jaune peut être consommé cru, mais le blanc doit toujours être cuit. Les graisses, telles que l'huile et le lard, sont toujours bien acceptées par le chien et sont particulièrement utiles dans les périodes de travail ou d'effort. 1 ou 2 cuillerées à café d'huile dans la pâtée sont toujours souhaitables. Le pain sec est une bonne source d'énergie, mais il doit être très bien séché. Il sert aussi à nettoyer les dents et à les garder en bonne santé. Les pâtes et le riz sont très semblables, mais ainsi que nous l'avons dit tout à l'heure, ils doivent être cuits longuement pour éliminer l'amidon difficile à digérer. Même s'ils ne sont pas indispensables, les fruits et légumes peuvent être donnés aux chiens qui les aiment. Leur apport nutritif est très limité et le seul intérêt réside dans l'apport de fibres brutes. Le dernier élément indispensable à la nutrition, même s'il semble inutile de le rappeler, c'est l'eau, qui doit toujours être à la disposition du chien, fraîche et abondante. Si on la met dans un bol, il faut la changer le plus souvent possible, surtout quand il fait chaud. Elle est encore plus indispensable si le chien consomme des aliments secs, non humidifiés. Le dernier aspect de l'alimentation à voir ici, c'est la fréquence des repas. À partir de la naissance, les chiots prennent leur repas en suivant des délais dictés par l'instinct de la mère et des autres chiots. Pendant le sevrage, on réduit progressivement le nombre de tétées et on les intègre avec des aliments appropriés, indiqués par un éleveur expert ou par le vétérinaire. Entre 1 et 3 mois, les chiots sevrés devraient faire 4 repas à des intervalles réguliers. De 4 à 7 ou 8 mois, on peut passer à 3 repas. De 8 à 18 mois à 2 et ensuite, si l'on veut, on pourra réduire la fréquence à un seul repas, même s'il n'est pas contre-indiqué d'en conserver 2. D'ailleurs, certains conseillent plutôt cette solution. Adopter un chien est une décision importante qu'il faut pondérer soigneusement et prendre en toute connaissance de cause. La vaccination doit toujours être effectuée le plus scrupuleusement possible afin de protéger non seulement le chiot, mais aussi le sujet adulte contre les maladies les plus communes. En règle générale, lorsque le chiot quitte son élevage, il a été vacciné entre 40 et 45 jours avec une primo-vaccination contre la maladie de Carré, l'hépatite contagieuse et la parvovirose. La deuxième vaccination polyvalente est légèrement effectuée 3 semaines plus tard. Elle couvre les 3 maladies précédentes, mais aussi la leptospirose. 1 mois plus tard, on pourra effectuer encore une vaccination quadrivalente également, puis les rappels seront indispensables tous les ans. Pour être vacciné, le chien doit être en parfaite santé et en particulier vermifugé. En règle générale, il faut exécuter un traitement vermifuge 2 fois par an. Il existe plusieurs types d'ascarides dont chacun infecte spécifiquement une espèce animale, homme compris. Il n'existe pratiquement aucun risque zoonose, c'est-à-dire de transmission de l'infestation du chien à l'homme. Il est tout aussi important de protéger le chien contre les ectoparasites, à savoir ceux qui s'installent dans le pelage du chien, comme les puces ou les tiques, tous deux hématophages. De plus, les puces sont un hôte intermédiaire pour un type de ténia. Pour libérer le chien de ses fastidieux locataires, il existe de nombreux produits spécifiques, mais il ne faudra pas oublier d'intervenir également au niveau de l'environnement du chien. L'été accentue les problèmes provoqués par les hôtes désagréables, en particulier les tiques qui arrivent justement dans les premières chaleurs. Une course dans les prés, dans les bois, à proximité par exemple de fermes et d'élevages, peut comporter un retour avec des tiques. Ce n'est tout de même pas inévitable dans la mesure où certains facteurs prédisposent plus ou moins les chiens aux attaques de ces acariens, en particulier leur état général de santé.
C'est là un danger sérieux pour le chien parce que la tique transmet la pyroplasmose, une infection grave soutenue par des protozoaires du type pyroplasma, qui frappe les animaux domestiques et peut conduire à la mort si elle n'est pas soignée à temps. Les symptômes de la forme aiguë de la maladie sont une fièvre souvent élevée, l'asthénie, la pâleur des muqueuses apparentes, l'hyperchromie des urines dont la couleur peut devenir marron-noir. Dans les cas avancés, ictère, état comateux jusqu'à arriver à l'issue fatale. Les tiques sucent le sang de leur hôte pendant 2 ou 3 semaines, puis une fois que la femelle s'est accouplée, elle se détache de l'animal et dépose ses œufs 1 semaine après. Les larves sont reconnaissables à leur couleur rougeâtre. Elles sont minuscules, on dirait de petites perles. Elles cherchent à leur tour un hôte sur lequel grimper, sucent le sang quelques jours, se détachent et se transforment quelques jours plus tard en une nymphe octopode de couleur bleuâtre. Vers août-septembre, elles sont devenues adultes et avec l'arrivée de l'automne, elles s'endorment au sol dans de petites cavités jusqu'au printemps suivant. En général, les tiques s'accrochent là où la peau est la moins épaisse, comme les oreilles, les aisselles, l'aine ou entre les doigts des pattes. Après une promenade dans la nature, vérifions toujours si nos amis ont recueilli des passagers clandestins. Une bonne hygiène commence par les soins du pelage. Pour la plupart des races, mais pas pour toutes, il est conseillé de brosser le chien presque quotidiennement afin de le débarrasser de ses poils morts. De nombreuses races ont besoin d'un toilettage particulier, à exécuter plusieurs fois par an. Il ne faut pas généraliser la notion qu'un pelage brillant est un signe de bonne santé, parce que pour certaines races, au contraire, il doit être plutôt opaque. Il ne faut pas laver le chien trop souvent car ses glandes sébacées produisent un suin qui exerce une fonction protectrice que les lavages menacent. Dans des conditions normales, la peau doit être toujours propre, sans pellicule ni desquamation d'aucune sorte. Si des altérations cutanées apparaissent, comme des eczémas, des zones d'alopécie, c'est-à-dire la chute du poil sans repousse, des épaisseurs ou une pigmentation anormale, il faudra consulter le vétérinaire sans tarder. En effet, de nombreuses maladies peuvent être légères et guérir sans difficulté, mais cela dépend toujours d'une intervention dans les délais les plus brefs possibles. Contrôlez régulièrement l'état des ongles. Les ongles s'usent d'eux-mêmes lorsque le chien exerce une activité physique normale, mais il est parfois nécessaire de les couper avec une pince appropriée. L'hygiène orale ne doit jamais être négligée et il faudra régulièrement faire un détartrage, surtout chez les races naines, parce que le tartre peut être à l'origine de piorés et de mauvaise haleine. Il existe dans le commerce des os qui constituent une récompense pour notre ami à 4 pattes, mais qui servent également de brosse à dents naturelles. Les dents de lait des chiots laissent progressivement leur place à la dentition définitive entre 4 et 6 mois. Pendant cette période, il convient d'inspecter régulièrement la bouche pour vérifier que tout se passe comme il faut. La filariose cardiopulmonaire est une grave maladie qui frappe le sang et le cœur provoquée par une nématode parasite, la Dirofilaria immitis. On la connaît depuis plusieurs siècles et depuis un siècle environ, on a compris l'important mécanisme de transmission de la maladie par les moustiques. Mais c'est au cours des 20 dernières années seulement, à cause de la diffusion rapide de la filariose chez les chiens de compagnie et de travail, que les instituts de recherche, sociétés pharmaceutiques et vétérinaires ont réellement consacré une attention croissante à ce problème. Il est donc important que les propriétaires de chiens connaissent dans les grandes lignes l'existence et les manifestations de cette parasitose. La maladie se transmet à travers une piqûre de moustique, lequel a pris les larves de filaire en suçant le sang d'un sujet infecté et les inocule ensuite à un chien encore sain. On comprend donc facilement pourquoi la maladie est très contagieuse et pourquoi elle est liée aux saisons printemps-été. Pendant 6 mois environ, les larves inoculées dans le sang du chien y mûrissent jusqu'à devenir des vers adultes, qui se localisent dans le cœur et dans les artères pulmonaires. Les filaires adultes produiront à leur tour de petites larves dites microfilaires qui vivront dans le sang. Les chiens les plus frappés sont bien entendu ceux qui passent le plus de temps à l'extérieur et donc les chiens de chasse, de travail et ceux qui dorment dehors. Les dommages infligés par la présence des filaires sont graves et concernent la fonction cardio-circulatoire.
Au début, les symptômes peuvent être un chien qui se fatigue facilement et la présence de toux ou de problèmes respiratoires. Le vétérinaire procédera alors à divers examens cliniques et de laboratoire afin de confirmer la présence des parasites. Au contraire, les dommages dus à une filariose cardio-pulmonaire chronique sont extrêmement graves. Outre l'altération de la fonction cardio-circulatoire, il y a souvent des lésions du foie et des reins et un état d'hypersensibilité généralisé à tout l'organisme. Les programmes de prévention, en revanche, qui sont disponibles depuis peu d'années grâce à de nouveaux médicaments spécifiques, sont simples à réaliser et ne présentent aucun risque de toxicité pour le chien. Après un examen pour vérifier l'absence d'une infestation précédente, un médicament est administré par voie orale une fois par mois, pendant toute la saison chaude. Cela suffit à fournir une protection au chien, même s'il est piqué par un moustique infecté.